Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Richard Soparno, qui est le directeur général de Clermont School of Business. Bonjour Richard. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Richard, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'histoire de la Clermont School of Business et son évolution avec ce nouveau nom du coup? L'école a été fondée en 1919 et puis elle a suivi en fait l'évolution de l'ensemble des écoles. Donc elle s'est appelée SKE, puis groupe ESC, ESC à un moment donné. Et là on sentait en fait que le moment était venu de donner une nouvelle impulsion à notre école. Et donc depuis quelques mois, on a mené une consultation auprès de nos différentes parties prenantes et on a bien senti qu'il était nécessaire de modifier notre nom d'école. Donc on capitalise sur la ville, qui est le berceau historique de notre école, d'où Clermont, et puis School of Business pour asseoir la dimension internationale de l'école, d'où le nouveau nom Clermont School of Business, avec un logo et donc une forme de relooking de notre identité visuelle. Alors, le campus Truden XL marque un tournant pour l'école. Quels sont les objectifs? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les nouveautés de cette extension? Oui, alors pour nous, c'est une étape majeure dans l'histoire de l'école puisque nous disposons désormais d'un campus de plus de 15 000 m². Grâce à l'extension, c'est 4 000 m² supplémentaires en plein cœur de ville, au cœur de Clermont, avec des infrastructures complètement renouvelées, de nouvelles salles de cours évidemment complètement équipées, de nouveaux espaces de restauration, de détente, de coworking, de travail pour nos étudiants. Et au fond, c'est un moyen à la fois évidemment d'augmenter nos capacités d'accueil, mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie, les conditions d'apprentissage, les conditions d'études de nos parties prenantes et en premier lieu évidemment de nos étudiants. Alors, avec le plan stratégique Reveal 2027, on a l'impression que vous orientez vers une croissance raisonnée. Quels sont les objectifs fixés et qu'avez-vous à nous dire sur ce plan stratégique? En fait, c'est vrai que si je devais donner une grande caractéristique à notre école, et c'est un petit peu notre leitmotiv, on se définit comme une grande école de management à dimension humaine. Ça veut dire en fait qu'on n'a pas vocation à croître de manière déraisonnée ou de manière déraisonnable. On cherche à entretenir avec nos étudiants des relations de proximité. On cherche à constituer des groupes pédagogiques de taille raisonnable pour maximiser la qualité de l'expérience pédagogique. Et donc, en effet, on se développe de manière raisonnée pour toujours être au contact avec nos étudiants et pour pouvoir les accompagner de manière personnalisée et leur permettre ainsi d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'ADN de notre école. Alors là, une question plus en tant que directeur général, avec votre regard sur l'enseignement supérieur, on parle de croissance raisonnée. Est-ce que selon vous, il y a dans l'écosystème actuel des écoles avec une croissance justement déraisonnée? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des écoles avec des croissances déraisonnées, mais je pourrais dire qu'il y a deux grandes catégories d'écoles. Il y a ce que j'appelle moi d'un côté plutôt des industriels de l'éducation qui vont produire de manière massive des enseignements. Et qui font par ailleurs un travail d'excellente qualité, je ne remets absolument pas ça en cause. Et puis il y a à côté d'autres catégories d'acteurs dont on fait partie. Et nous, je nous définis souvent comme une école qu'on pourrait appeler artisan d'art. En d'autres termes, pour nous, un étudiant, c'est comme une œuvre que l'on doit façonner, que l'on doit accompagner, que l'on doit travailler pour lui permettre de devenir ce qu'il ou elle a envie de devenir, d'où le terme artisan d'art. Et j'aime bien en fait cette notion-là. Donc c'est pour ça que j'insiste souvent quand je prends la parole sur le sujet, sur ce que j'appelle le retour sur investissement éducatif optimal. Clermont School of Business met aussi l'accent sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quelles sont des initiatives concrètes que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui? En fait, dans le cadre du plan stratégique Reveal, l'un des axes stratégiques majeurs, c'était l'impact. Et dans le cadre de ce travail-là, on a mené depuis plusieurs mois maintenant un travail extrêmement important qui est celui de notre bilan carbone. Et contrairement à beaucoup d'écoles, on a fait le choix d'intégrer le scope étudiant dans le cadre de notre bilan carbone. Je crois qu'il n'y a que 2 écoles de notre environnement
qui ont fait ce choix, nous en faisons partie, on est très fiers parce que c'est une manière de montrer que dans notre trajectoire bas carbone, on considère l'ensemble des parties prenantes et évidemment le scope étudiant. Et puis l'autre élément pour lequel on a une certaine fierté, c'est que nous avons été sélectionnés parmi 10 autres écoles pour pouvoir engager un travail en lien avec l'ADEME. Et en fait, ces 10 écoles-là vont expérimenter une trajectoire bas carbone tout en étant accompagnées par l'ADEME. Merci Richard. Alors l'internationalisation est aussi au cœur de votre stratégie avec 2 campus, notamment un à Marrakech, un à Pékin. Là aussi, comment ces campus s'intègrent-ils dans votre vision stratégique ? En fait, la dimension internationale, elle fait partie de l'ADN de l'école. L'école signait son premier accord en 1949, donc on a une très grande culture, une très grande habitude à la fois de l'accueil d'étudiants étrangers et de l'envoi d'étudiants étrangers. Et puis à un moment donné, on a aujourd'hui un peu plus de 35% des étudiants sur le campus de Clermont qui sont des étudiants internationaux, donc c'est très bien. Mais en même temps, on ne peut pas aller tellement au-delà. Et donc, on a besoin de poursuivre notre développement international en nous installant dans les pays dans lesquels la marque Clermont School of Business est installée, implantée et reconnue. C'est particulièrement le cas de Maroc, c'est particulièrement le cas de la Chine. Et donc, ça nous semblait comme une évidence de s'installer dans ces 2 pays. Et là aussi, on va offrir à nos étudiants des possibilités de construire leur parcours au sein de notre école de manière intercampus. Quels sont les nouveaux programmes que vous proposez en cette rentrée 2024 et quels sont vos objectifs là aussi pour répondre aux besoins des jeunes ? Alors, on développe un certain nombre de nouvelles spécialisations. Je pense en particulier au programme Grande École où on a développé des spécialisations très marquées RSE, là aussi pour asseoir et tenir nos engagements écologiques et sociétaux. On a également développé, cette fois dans le programme Bachelor, une nouvelle spécialisation en alternance qui s'appelle Médias et Journalisme, que nous avons développée en partenariat avec ESJ Pro, du groupe Centre France La Montagne. Et puis, on commence à développer notre programme Grande École Online, qui s'adresse plutôt à des jeunes professionnels hors de France qui vont suivre et vivre l'expérience Clermont School of Business, mais en suivant une partie de leur enseignement en distanciel, mais en ayant malgré tout des enseignements en distanciel, mais synchrones. Donc on veut vraiment maximiser la qualité de l'enseignement pour nos différents étudiants. D'accord. On va maintenant passer à notre deuxième partie, qui sera consacré aux enjeux de l'enseignement supérieur actuel. Première question, on a entendu, il y a eu des mouvements, des bouleversements un peu au sein des classes préparatoires aux grandes écoles, devenues donc prépa ECG. Comment est-ce que Clermont School of Business souhaite rester attractive auprès de ce segment-là ? C'est un vrai sujet à la fois de préoccupation et c'est un sujet majeur pour nos écoles, nos grandes écoles. À titre personnel, j'ai toujours dit et je dirais encore que Clermont School of Business a vocation à accueillir des étudiants qui viennent de classe prépa. Il est vrai que notre attractivité auprès de ces publics mérite d'être développée. On a pris un certain nombre de décisions en ce sens, mais en tout cas, à Clermont School of Business, on souhaite attirer des étudiants qui viennent de classe prépa. C'est pour nous un enjeu majeur. Que dites-vous aux étudiants qui souhaitent cuber plutôt que d'aller par exemple à Clermont School of Business ? Et est-ce qu'à un moment donné, vous allez demander à la PHEC de jouer le jeu aussi, de s'impliquer pour donner envie aux étudiants d'aller dans les écoles hors top 8 ? Oui, vous avez raison. En fait, les écoles du top 8 aujourd'hui constituent le groupe d'écoles qui attire le plus les étudiants de classe prépa. Et j'ai envie de dire à l'ensemble des étudiants qui sont en classe prépa de venir, de voir, de découvrir, de sentir
de comprendre ce qui se passe exactement sur le campus, d'échanger avec les professeurs, d'échanger avec les équipes, d'échanger avec les étudiants. C'est la meilleure manière de se rendre compte de ce qu'est la réalité d'une école. Les classements constituent un élément crucial du choix, mais les classements ne sauraient être l'unique et exclusif critère de choix. Et donc, à ce critère qui importe évidemment, il faut ajouter celui de ce que l'on ressent, de ce que l'on expérimente lorsqu'on se rend sur place. Donc, j'ai envie de leur dire, venez découvrir ce qui se passe au sein des écoles de manière générale, celles qui sont au-delà du top 8, du top 10. Vous regrettez parfois, en tant que directeur général, que les étudiants ou même l'écosystème se focalisent davantage sur les classements plutôt que ce que vous disiez, l'expérientiel? C'est un sentiment que vous avez? Je pense que en fait, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu pour nos écoles, nos établissements et pour l'écosystème, que de faire comprendre que les classements sont un critère important et absolument pas vocation à nier l'importance de ce critère, mais il faut aussi vivre les choses. Lorsqu'un étudiant va passer 2, 3, 4 ans dans une ville, sur un campus, il a besoin de sentir, de voir les choses. Et donc, l'expérience devrait compter autant que les classements. Sauf que l'expérience, on ne la mesure pas avec des critères quantitatifs, il faut la vivre. Autre sujet prégnant d'actualité, on a le sentiment que les arbitrages économiques aujourd'hui peuvent fragiliser demain le modèle de l'alternance, de l'apprentissage. Est-ce qu'en tant que directeur général, cela vous inquiète? Première question. Et deuxième question, comment allez-vous faire pour vous adapter si jamais c'est le cas? Alors, c'est vrai que le financement de l'alternance, avec ce qu'on appelle les fameuses NPEC, les niveaux de prise en charge, et puis le soutien du gouvernement aux entreprises qui prennent des alternants, sont un enjeu, une préoccupation majeure pour les écoles de manière générale. À Clermont School of Business, c'est une préoccupation, mais ce n'est pas une préoccupation majeure dans la mesure où l'alternance est un dispositif qui existait bien avant la mise en place des aides qui ont été octroyées par l'État pour booster l'alternance. En d'autres termes, on a déjà un vivier d'entreprises qui sont adeptes de ce dispositif et on n'a pas fait partie des écoles qui ont un peu surfé sur la tendance, qui ont peut-être profité de manière opportuniste de ces aubaines. Donc, en d'autres termes, je suis raisonnablement confiant sur notre capacité à faire face à ces enjeux. On a déjà parlé des classements, mais pour revenir rapidement dessus, est-ce que vous avez des ambitions, des envies ou des objectifs pour les classements nationaux et internationaux dans les prochaines années? Oui, bien sûr. Nous, on est dans le cadre de notre plan stratégique Reveal. J'évoquais tout à l'heure l'un des axes qui est l'impact. Un autre axe est celui de l'attractivité. Et dans cet axe dit de l'attractivité nationale et internationale, on a fixé un certain nombre d'ambitions en matière de progression dans les classements. Donc, nos ambitions sont très claires. Sur le programme Bachelor, on vise le top 10. C'est aujourd'hui la position de notre bachelor en management international. Sur les classements master, on vise le top 15. Donc là, on a du travail à faire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et puis au niveau international, depuis 3 ans, on est dans le classement FT. Donc ça, c'est pour nous une source de satisfaction. Et puis on fait cette année notre entrée avec 4 de nos Master of Science dans le QS Ranking. Là aussi, c'est une source de satisfaction. Et donc, évidemment, nous travaillons aussi d'arrache-pied pour pouvoir progresser dans les classements, parce que même si ça n'est pas le seul critère, c'est un critère. Richard, en tant que directeur général, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que vous adaptez un peu votre vision et votre stratégie en fonction des événements. Je pense à l'inflation sur l'inauguration et sur l'arrivée d'une extension de campus. Je pense à une instabilité politique qui peut faire revoir des partenaires. Comment est-ce que vous ajustez un peu votre vision en fonction des éléments qui arrivent au quotidien? En fait, en tant que directeur général, je suis toujours très soucieux de notre ADN, de notre identité profonde. Et comme je le disais, on est une grande école de management à dimension humaine. Et s'agissant par exemple des questions relatives à l'inflation, à l'augmentation des droits de scolarité, et quand on regarde l'évolution des droits de scolarité, c'est assez incroyable ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Nous, on a toujours fait le choix d'avoir une progression raisonnée de nos droits de scolarité. Aujourd'hui, on fait partie des écoles avec des droits de scolarité les plus conformes
on va dire, aux écoles. Et puis cette année, on a pris une décision assez forte, puisque en lien avec notre plan stratégique Reveal et nos engagements, en particulier sociétaux, on a décidé qu'à partir de la prochaine rentrée, les étudiants boursiers, qu'ils viennent de classe prépa ou d'admission sur titre, eh bien, seraient exonérés totalement de droits de scolarité, et ce, quel que soit leur échelon. Donc c'est une mesure forte que nous faisons, là aussi pour montrer que les freins financiers ne doivent pas être un frein à la poursuite d'études dans une grande école de management. Vous pensez justement vous parliez de freins, il y a encore du travail à faire pour les grandes écoles en termes d'accessibilité, en termes d'ouverture, de communication? Oui, je pense que les écoles font beaucoup. Les écoles font beaucoup en la matière, mais pour autant, je constate quand même qu'il y a beaucoup de jeunes lycéennes, lycéens ou jeunes étudiantes et étudiants qui parfois s'autocensurent. Et je pense qu'il est de notre rôle en tant que grande école de management que de montrer que les grandes écoles ne sont pas inaccessibles et surtout pas d'un point de vue financier. Au contraire, on doit montrer que ces écoles sont accessibles au plan financier. Et puis après, si on travaille, on peut y réussir, on peut faire de belles études et on peut ensuite faire de belles carrières. J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure, mais vous avez effectivement lancé une spécialisation en journalisme avec l'ESJ Pro. Pourquoi ce choix et quelles attentes souhaitiez-vous combler sur le marché de l'emploi? En fait, c'était pour nous une occasion de faire un pas de côté. On a un bachelor qui a été lancé il y a quelques années qui s'appelle Digital Marketing et E-Commerce Management. Et puis, on a aussi été approché, pour être tout à fait concret, par ESJ Pro du groupe Centre France La Montagne pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et là, on s'est dit qu'il y avait certainement un manque à combler. Et quand on discute avec ESJ Pro, eux nous disent, on a beaucoup de jeunes journalistes ou futurs journalistes qui n'ont pas toujours le background en business. Et il était important de pouvoir les doter de ce type de compétences. Et nous, on constate aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent au digital, mais qui s'intéressent aussi au monde des médias, au monde du journalisme. Et donc on s'est dit, on va unir nos forces pour pouvoir proposer ce bachelor en alternance. On aura de beaux projets à présenter très prochainement. Merci Richard Soparno. Dernière question, le développement de la formation continue, ça fait partie aussi de vos enjeux dans le plan stratégique. Pouvez-vous nous en parler là aussi un petit peu, nous présenter ce que vous allez mettre en place? Oui, alors aujourd'hui, en fait, la formation continue se structure autour de 3 axes principaux, ce qu'on appelle le diplômant, l'inter et l'intra. Donc notre MBA qui délivre par ailleurs le grade de master au travers de l'Executive Master in Management a vocation à se développer. Et puis, s'agissant de nos formations inter et intra, on a aujourd'hui une grande compétence autour du management. On forme beaucoup de cadres de chez Michelin, de chez Enedis, sur les grandes compétences liées au management. Et aujourd'hui, c'est un petit peu notre compétence clé. Et cette expertise, on a vocation à la faire connaître auprès de grands donneurs d'ordre nationaux. Merci beaucoup Richard Soparno d'avoir été avec nous. Merci infiniment de l'accueil, Thibaut. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode de DG sur écoute. Au revoir.